Bonjour à tous. Donc moi je suis Noura Hachami, consultante en marketing digital ici à Marrakech. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter le premier webinaire d'une longue série de webinaires à l'initiative justement du CNP. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet important, c'est le parcours client. On sait tous un peu plus ou moins ce qu'est un parcours client, mais aujourd'hui, à travers cette présentation, on va essayer de construire ensemble un parcours client avec une méthodologie et également des exemples. Donc, ce webinaire va durer entre 45 minutes et 1 heure. Vous pouvez à tout moment interagir donc, avec nous en posant des questions. Nous tenterons d'y répondre directement, ou sinon on laissera toutes les questions à la fin de cette présentation. Merci en tout cas de vous joindre à nous et donc on va démarrer. Alors, aujourd'hui, donc le secteur du tourisme est un secteur très concurrentiel. On le sait tous parce que c'est un secteur qui a été bouleversé par les nouveaux entrants. Il y a eu aussi beaucoup d'évolution dans les comportements d'achat et on a remarqué justement que l'expérience client, qui est un facteur de différenciation déterminant, a changé. Donc, si vous êtes un acteur du tourisme, voilà et comment miser votre stratégie sur l'expérience client. Et cette expérience client, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les interactions, tous les sentiments et toutes les perceptions que les clients ont avec une marque. Donc, en l'occurrence, une marque ou une entreprise. Et elle renvoie à la fois à des phénomènes objectifs, mais aussi subjectifs. Offrir une expérience de qualité à ses clients doit être une priorité pour toutes les marques. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur du tourisme, tout simplement pour plusieurs raisons. Donc, le tourisme est un secteur marqué par une concurrence féroce, on le sait, avec l'avènement de Booking, Airbnb, etc. On voit que les offres sont, en termes d'hébergement en tout cas, sont très répandues. Et pour s'y retrouver, les consommateurs utilisent très souvent des comparateurs pour identifier les meilleures offres. Ce qui a pour effet justement d'accentuer la pression de la concurrence. La deuxième raison, c'est qu'il y a un niveau d'exigence des touristes qui est très très élevé aujourd'hui. Donc pour un acteur du tourisme, satisfaire la clientèle n'est plus une option. Il s'agit d'achats des plus impliquants qui soient, qui représentent environ à peu près 5% des ménages. Je parle là du budget voyage. Par conséquent, dans ce secteur, un client insatisfait est malheureusement un client perdu. Et le tourisme, on le voit aujourd'hui même avec Internet, les réseaux sociaux, etc. C'est un marché qui est très influencé par les avis clients. Il y a d'autres raisons, effectivement, qui est lié au développement des sites d'avis en ligne, comme TripAdvisor. Et là, on va voir qu'il y a une certaine influence des uns par rapport aux autres en ce qui concerne la prise de décision. Donc, nous l'avons vu, le tourisme et le voyage sont des secteurs très impactés par la transformation digitale. Aujourd'hui, le web a bouleversé la façon dont les voyageurs recherchent et consomment un voyage. Les parcours d'achat de voyage sont de plus en plus longs et ils deviennent plus fragmentés et plus personnels. Les voyageurs veulent pouvoir interagir avec la marque, que ça soit avant, pendant et après le séjour. Alors, pour vous, est-ce que le parcours client, dans le secteur du tourisme en tout cas, est-ce une ligne droite? Pas vraiment, nous allons voir pourquoi. Donc, les questions qu'on pourrait se poser, c'est comment gérer toutes les interactions avec les clients, non plus de manière aléatoire ou segmentée, mais vraiment en parfaite adéquation avec à la fois leur comportement. Il faut prendre aussi en considération le vécu émotionnel de ces clients, sur les différents canaux digitaux et physiques, bien évidemment, qui sont empruntés.
Donc, l'un des outils pour gérer ces interactions avec les clients de manière les plus personnalisées possible et la plus créatrice de valeur est la scénarisation et la modélisation des parcours clients. D'où l'importance de ce sujet aujourd'hui. Alors, comme on a dit, le web a bouleversé la façon dont les voyageurs recherchent et consomment un voyage. Les parcours d'achat de voyage sont de plus en plus longs. Les voyageurs veulent pouvoir interagir avec la marque à la fois avant, pendant et après le voyage. Et les professionnels du tourisme et du voyage doivent prendre en compte ces nouvelles pratiques et ces exigences qui les accompagnent. Donc, ces exigences sont les suivantes: immédiateté, autonomie et personnalisation. Avec la multiplicité des supports digitaux et toutes les ressources quasi infinies que propose Internet aujourd'hui, autour d'une même destination, que ce soit Marrakech ou autre, il est de plus en plus difficile d'établir un parcours client type. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, après cette petite présentation des changements dans le secteur du tourisme et du voyage, nous allons voir ensemble ce qu'est un parcours client. On va pouvoir définir le parcours client. Nous allons aussi voir le nouveau parcours client, donc à l'ère du digital. Nous allons parler des 5 A. Ensuite, nous allons voir comment on va pouvoir représenter donc son parcours client à travers cette même méthode et les 5 règles à suivre pour scénariser le parcours client, donc des conseils, etc. et un cas pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes méthodologies de parcours client. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui n'est qu'une proposition. Et voilà, donc on pourrait échanger sur cela à la fin de cette présentation. Donc on passe maintenant à la définition du parcours client, qui est une définition assez classique. Donc le parcours client désigne le parcours, du coup, ou le chemin type que suit un client dans sa relation avec une marque ou une entreprise. Donc dans un autre sens, le parcours client pour un produit ou même pour un service en tout cas, peut désigner l'ensemble des étapes. Donc là, on parle d'étapes qui soient réelles ou probables, par lesquelles passe le client tout au long de sa relation avec la marque. Donc c'est entre le moment où il constate son besoin et celui où il passe à l'achat. On parle ici donc d'expérience d'achat, d'expérience d'usage et d'expérience relationnelle. Et une étape, c'est un moment d'interaction avec le client et la marque. Et les contacts peuvent être soit entrants, donc à l'initiative de la marque ou de l'entreprise, ou sortants, donc dans l'autre sens, du client vers la marque. Et donc le parcours client permet de cartographier le vécu sur les différentes étapes de la relation, de définir ces moments clés dans la relation et il permet aussi de positionner l'expérience client dans un certain schéma. Et là, on va pouvoir voir comment on va pouvoir gérer toutes ces interactions avec le client, non plus de manière aléatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais d'une manière en parfaite adéquation avec leur comportement, leur vécu sur les différents canaux digitaux et physiques empruntés. Alors, ici, nous avons deux petites phases, on va dire. Donc, c'est à l'ère de la préconnectivité, donc un peu avant Internet, les réseaux sociaux, les OTA et tout ça, et à l'ère de la connectivité. Donc, on a remarqué une grande différence en termes de comportement d'achat, etc. Il y a quelques années encore, réserver un voyage était un parcours client relativement simple. Donc, le comportement du voyageur était plus ou moins prévisible. Il passait par 4 grandes étapes, à savoir donc l'inspiration, la recherche, la comparaison et on passait directement ensuite à la réservation.
Alors, peut-être que vous connaissez tous un petit peu ce modèle, hein, on l'a tous étudié à l'école. Donc, les modèles, l'un des modèles les plus classiques du coup est largement utilisé pour décrire le parcours client, c'est le modèle AIDA. Donc, attention, intérêt, désir et action. Donc, 4 étapes. Cette méthode a été inventée par le pionnier de la publicité et des ventes, qui s'appelle Elias Lewis. Elle a d'abord été adoptée dans la publicité et la vente. Et en fait, cet acronyme rappelle aux publicitaires les règles de base relatives à la conception d'une publicité, mais aussi, elle rappelle aussi aux vendeurs les règles de vente en présence du prospect. Comme pour les 4 P du marketing, cet acronyme ou cette méthode AIDA a connu plusieurs extensions et modifications. Alors, de la méthode AIDA, on est passé à ce qu'on appelle les 4 A. Donc, à l'époque, un petit peu de la préconnectivité. Ces 4 A sont les suivants. Donc, c'est en anglais. Aware, Attitude, Act et Act Again. Donc, ça veut dire prise de conscience, l'appréciation, l'achat et le rachat. Donc, la première modification dans cette adaptation, les étapes d'intérêt et de désir, en tout cas dans la méthode AIDA, se transforme en disposition favorable à une nouvelle étape. Ici, on voit que le rachat a été rajouté. Cette adaptation permet de suivre le comportement après l'achat, et ceci afin de mesurer la fidélisation des clients. Elle considère une action de rachat comme une mesure fiable de la fidélité de la clientèle. Les modèles des 4 A est une progression un petit peu en entonnoir. Elle permet de comprendre la logique d'évaluation d'une marque par les consommateurs. Les clients apprennent à connaître une marque, donc c'est la première phase de la conscience, à aimer ou à haïr cette marque, donc c'est la phase de l'appréciation, à décider s'ils achètent ou non, c'est la phase d'achat, et si la marque vaut la peine d'être rachetée, c'est la phase de rachat. Et pour chaque étape, chacune des étapes constitue un palier qui doit être atteint pour que le client passe au stade suivant. Par exemple, pour apprécier la marque, il faut d'abord l'identifier. Et pour acheter cette marque-là également, il faut d'abord l'apprécier. Bon, je ne vais peut-être pas m'étaler beaucoup sur les 4 A. Et on va passer directement à l'ère de la connectivité, où on passe des 4 A aux 5 A. Sur la base des constats un petit peu réalisés, où à l'ère de la préconnectivité, un consommateur déterminait seul sa propre attitude envers une marque, et où à l'époque de la connectivité, l'attrait au départ pour une marque est influencé par la communauté. Déjà là, on a 2 différences. On voit à la première étape, donc qui est la conscience, les clients sont confrontés à plusieurs marques à travers divers canaux, hein, que ce soit la publicité, le bouche à oreille, etc., qui sont des sources très importantes en termes de notoriété pour la marque. Alors, conscients de l'existence de plusieurs marques, les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent tous les messages auxquels ils sont exposés. Ils sélectionnent une liste réduite de marques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de séduction ou la phase d'intérêt. La troisième, le client est poussé un peu par sa curiosité. Il commence à entamer une recherche, qui est une recherche active, concernant toutes ces marques qu'il a retenues. Et il pose des questions auprès de ses amis, de la famille, des médias, et je vais dire des médias sociaux principalement, parce qu'on est dans un monde quand même qui est très connecté, ou directement auprès des marques. Donc, on le voit, hein, il y a des personnes qui vont directement sur le site d'une marque ou sur une application, qui posent des questions pour avoir des réponses à ces différentes problématiques. Donc là, c'est ce qu'on appelle la phase de questionnement. Et quand il s'agit de se renseigner sur une ou plusieurs marques, il privilégie donc la recherche en ligne.
Donc, la première mutation par rapport au 4A, c'est qu'au stade de questionnement, le parcours client transforme l'approche individuelle vers une approche plus sociale ou un peu plus communautaire en tout cas. Les décisions sont influencées par les conversations avec les autres membres de la communauté et l'attractivité de la marque doit être confirmée par d'autres consommateurs que le parcours client, pour que le parcours client se poursuive. Pardon. Donc, s'ils sont convaincus par les informations supplémentaires, en tout cas au stade de questionnement, les clients vont décider de passer à la prochaine étape, qui est l'étape de l'action ou de l'achat. Et dans le cas du tourisme, c'est l'étape de la réservation. Donc, au fil du temps, les clients peuvent renforcer leur loyauté à la marque et se refléter dans la fidélisation. Le rachat est en bout de ligne. Et là, le prosélytisme, on va dire, il y a un certain prosélytisme en tout cas vis-à-vis des autres consommateurs. Donc, c'est l'étape de la recommandation. Quand on aime une marque, ou en tout cas, oui, quand on aime une marque, on va la défendre, on va la recommander, etc. Mais les promoteurs actifs, on le remarque, hein, ils recommandent spontanément les marques qu'ils aiment. Ils racontent des histoires positives à d'autres, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, etc. Mais des fois, on remarque que tous ces loyaux partisans sont un petit peu passifs ou dormants, jusqu'à ce qu'ils soient sollicités en fait par une requête négative et qui va provoquer un petit peu un sentiment de défense, hein, et ils vont commencer par recommander à défendre cette marque qu'ils aiment pas. Donc là, on voit donc la deuxième mutation par rapport au 4A et une troisième mutation par rapport, encore une fois, à ce modèle-là. Donc, les étapes des 5A ne sont pas toujours linéaires. Donc, ce n'est pas une ligne droite, pas du tout. Et ils se présentent sous forme vraiment itérative, un peu comme la façon dont les femmes achètent. Je ne sais pas s'il y a des femmes avec nous dans ce webinaire, mais peut-être qu'elles comprendront un petit peu cette idée. C'est des fois, par manque de concentration, les consommateurs peuvent contourner une étape. Et passer d'une étape à l'autre. Par exemple, il peut, à première vue, ne pas être attiré par une marque, mais par la seule recommandation d'un ami, il va pouvoir acheter cette marque-là. Donc là, on voit les différentes étapes. Par rapport à la méthode des 5A. Donc, face à la multiplicité des étapes et de tous les canaux possibles, hein, le client omnicanal va progresser dans sa relation avec l'enseigne, en passant d'un canal à l'autre, en sautant des étapes où il peut aussi revenir en arrière. Donc, le parcours client peut être également sous forme itérative, c'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de boucle de rétroaction. Par exemple, à la phase de questionnement, on va se poser des questions, avoir des avis de la part de notre entourage, et il se peut également du coup qu'on rajoute une marque à notre liste, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc là, on peut refaire un petit peu la boucle, ou tout simplement passer de l'étape 2, qui est l'étape d'intérêt ou de séduction, à l'étape 4, donc qui est l'achat, directement sans se poser de questions. Là, on est un peu plus dans des achats impulsifs. D'après ça, on voit bien qu'il n'y a pas un seul parcours client, mais autant de parcours que de clients différents. Et ça, c'est une notion très importante. On ne peut pas dessiner ou en tout cas cartographier un parcours client type parce qu'on a des profils qui sont différents. Et chacun de ces clients-là choisit à chaque étape de son parcours le canal de son choix.
Il y aura des gens qui sont plus sur Internet, d'autres qui sont plus sur des réseaux sociaux, un site web, les sites d'avis en ligne. Il y en a qui privilégient la presse écrite, la publicité print, etc. On est sur des canaux différents et des profils différents. Donc, on définit des parcours types pour différentes typologies de clients. Et ces typologies de clients, on appelle ça des personas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, qui est un peu très en vogue en ce moment. Un persona, en fait, c'est une sorte de portrait robot d'un groupe de clients qui ont un comportement homogène. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un webinaire bien spécifique parce que c'est très très important de connaître sa cible et de se mettre à sa place pour lui proposer le meilleur service qui soit. Alors, comment on peut représenter un petit peu les différents parcours clients? Donc, le cadre des 5A, c'est un peu un outil simple qui peut s'appliquer à tous les secteurs économiques, donc, y compris le secteur du tourisme. Il est utilisé pour décrire le comportement du client et il esquisse une sorte de cartographie du parcours réel de ce client-là. Il décrit également les relations d'une marque avec ses clients par rapport à ses concurrents. Là, on voit dans ce schéma-là, ici, on a une phase de découverte. Donc, on voit d'une façon horizontale, c'est l'identification du besoin du client-là et tout son parcours qui est un peu linéaire et le cheminement de la marque avec toutes ses valeurs ajoutées, les points de contact client, des retours et feedbacks ou avis clients. Il y a les moments de vérité. Les moments de vérité, en fait, ce sont les moments clés où la relation entre le client et l'entreprise peut basculer, soit en positif, soit en négatif. Et ce sont des étapes du parcours client qu'il ne faut surtout pas rater et il faut pouvoir les identifier, comprendre pourquoi, etc. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, la question un peu qu'on se pose, c'est comment on va pouvoir accompagner le consommateur de la prise de conscience à la recommandation. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un terme marketing très en vogue aussi en ce moment. C'est le marketing omnicanal. Donc, qu'est-ce que le marketing omnicanal? En fait, c'est une évolution du multicanal, de canaux différents, mais où l'utilisation simultanée des canaux possibles est mieux optimisée. Donc là, on va voir un petit peu, on a des profils types différents. On peut passer d'une étape à l'autre. Là, il y a des étapes qui sont un peu plus importantes que d'autres. Alors, l'étape de prise de compte. Là, en fait, dans cette diapositive, nous allons pouvoir identifier un petit peu tous les points de contact pour chacune des étapes du parcours client. Donc, la phase de prise de conscience, par exemple, on pourrait avoir une publicité en ligne sous forme de bannière, de AdWords sur Google, par exemple. Il y a aussi le bouche à oreille qui reste un canal non digital, la recherche sur Internet, l'emailing, etc. Et à partir donc, on peut avoir l'information à travers ces différents canaux qui peuvent être soit tous utilisés, soit utilisés séparément en fonction justement du persona. Donc, dans la phase de considération ou d'intérêt, la marque peut proposer des infographies, écrire des articles de blog, mais des articles de blog qui soient intéressants, avec des sujets justement qui intéressent leur cible. Et pas écrire des articles que pour les écrire. Faire de la vidéo. Aujourd'hui, on sait que le format vidéo est converti beaucoup plus. Les gens aujourd'hui consomment beaucoup de vidéos et
Et donc, c'est un canal qu'il faudrait privilégier également pour les marques. On a la phase d'achat. La personne peut acheter en boutique, mais là, j'ai mis en boutique, mais ça peut être en agence de voyage, sur le site internet et faire une réservation sur un site quelconque, par exemple de Booking, etc. Donc, le service également, il y a différents points de contact. La fidélité. Là, pour la fidélité, ce qui est important, c'est d'entretenir la relation avec le client et de savoir quels sont ce qu'on appelle les points d'enchantement et les irritants. Donc, on peut lui envoyer un questionnaire, lui demander si son expérience s'est bien déroulée et poser vraiment des questions pertinentes en se basant bien évidemment sur toutes les étapes du parcours client. Oui. Oui. Alors, excusez-moi, je pense qu'on a une... Participant. Oui. Utilisateur, spectateur. Normalement. Oui. Voilà. Oui. Hop. Alors, je pense que quelqu'un veut poser une question. Activer le micro. Alors, j'ai activé le micro. Je ne sais pas si ça marche. Alors. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question? Bon, je pense qu'on va continuer. Si vous avez des questions, laissez-moi en question. D'accord. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les écrire directement sur l'onglet questions-réponses et elles vont s'afficher au fur et à mesure et on pourra y répondre par la suite. Alors, donc j'en étais où? J'en étais à l'étape de la fidélisation. Donc, envoyer un questionnaire au client. Alors, je ne sais pas si le micro est toujours actif. Donc, le questionnaire, pour savoir un petit peu, avoir le retour des clients sur les différentes étapes du parcours client. Les réseaux sociaux également restent un canal privilégié dans le sens où la marque fait des publications, non pas pour vendre, etc., mais surtout pour entretenir son image. Je parle par exemple d'un hôtel et d'améliorer un petit peu sa notoriété, d'être toujours présente dans l'esprit de ses clients et de ses prospects. L'emailing aussi, l'emailing n'est pas mort, hein, il existe toujours. C'est un format, en tout cas un canal de communication qui convertit, donc pour entretenir justement cette relation avec les clients. Et on a aussi des offres. On peut proposer des offres promotionnelles, etc. Pour fidéliser nos clients. Alors, voilà. Et vient cette fameuse étape de recommandation. Alors, on peut le voir directement sur les différents sites d'avis en ligne, par exemple, où on voit les clients laisser leur avis après avoir vécu l'expérience dans un hôtel ou autre. Ils recommandent au nom la marque, selon qu'ils soient satisfaits ou pas. On le voit également, on peut le voir sur les réseaux sociaux. Quand des clients ou des utilisateurs ou les abonnés font des partages, sont de plus en plus engagés donc à aimer la publication, à commenter. Là, on peut voir que on peut mesurer en tout cas cette partie-là. Vous avez une question? Non, ok. Alors ici, on avait parlé un petit peu donc des sentiments du client tout au long de son parcours.
il peut vivre à la fois une expérience négative et une expérience positive en fonction justement de l'étape. Donc, on pourrait par exemple se dire, donc le client arrive sur votre site internet et il se dit, il est ébahi par les photos, il trouve que ce sont de très jolies photos et ça lui donne envie de venir séjourner chez vous. Ensuite, il passe peut-être à la phase de questionnement et il pose une question sur le chatbot du site web, mais il reçoit une réponse automatique. Et donc, pour lui, c'est une expérience un peu négative parce qu'il n'a pas eu la réponse à sa question de suite. Il peut aussi, donc là, on est un peu sur la phase d'achat. Donc, quand il arrive sur votre moteur de réservation, il remarque que le process de réservation est un peu compliqué, pas très intuitif, etc. Et donc, cette expérience est pas très appréciable, en tout cas pour lui. Et il peut même carrément ne pas réserver chez vous, peut-être aller préférer aller sur Booking ou Expedia ou autre, où l'expérience client dans ces sites-là est très optimisée. Donc, par exemple, pour faire une réservation, ils peuvent le faire en 2-3 clics, pouvoir payer directement et tout. Et alors que sur le site internet de l'hôtel ou autre, c'est très compliqué, il ne peut pas payer, etc. Et c'est un facteur vraiment qui est pas bon, en tout cas, pour cette phase d'achat et même de recommandation. On peut prendre peut-être un autre exemple. Donc là, la personne a réservé chez vous, elle a séjourné à l'hôtel et elle est très contente du petit déjeuner. Voilà. Donc pour elle, c'est une expérience très positive. Ce qu'il faut essayer de voir justement, c'est tout au long de ce parcours-là, qu'est-ce que pense du client, comment il a vécu l'expérience, etc., pour pouvoir justement apporter toutes les corrections possibles. Et d'ailleurs, ce sont comment dire, des données en fait qui sont disponibles. Aujourd'hui, avec la data sur Internet, sur le site web, sur les réseaux sociaux, on peut collecter toutes ces données-là et les croiser entre elles, etc., pour pouvoir apporter des ajustements et offrir la meilleure expérience possible aux clients. Alors là, je vais vous dire un petit peu 5 règles d'or pour scénariser votre parcours client. C'est une proposition parmi d'autres. Donc, première étape, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de définir le périmètre des parcours étudiés. Donc, comme on a dit, il n'y a pas qu'un seul parcours client, mais différents parcours clients. Donc, tous ces parcours clients-là, il faut pouvoir définir leur périmètre. C'est-à-dire, il faut se poser la question, quelle est la cible, pour quel type d'offre, etc. La deuxième règle, c'est il faut partir du vécu du client. Alors, qui de mieux peut nous informer un petit peu de ce qu'aime le client, de son expérience au sein de notre établissement, etc. Donc, il faudrait pouvoir privilégier un petit peu les interviews en interne. Donc, tout simplement poser des questions aux personnes qui travaillent en front office ou qui sont en tout cas en relation directe avec les clients pour pouvoir justement relever ces dysfonctionnements et qui sont perçus justement en interne. Alors, à partir de là, une fois qu'on a fait ce travail, l'idée, c'est d'inviter un petit peu tous les collaborateurs qui sont dans différents services, qui soient en relation justement directe ou indirecte avec le client, pour formuler ensemble une expérience unique et avec une vision partagée. Et on a aujourd'hui une méthode qui s'appelle le design thinking. Donc, on va pouvoir faire une sorte de brainstorming, se mettre à la place du client, etc. Et en mettant vraiment à plat toutes les idées et tout ce qui ressort en tout cas de ces réunions, on va pouvoir avoir pas mal de contenu et de retours qui vont pouvoir nous permettre d'améliorer en tout cas l'expérience client. Alors, ce qui est très important également, c'est de se mettre à la place du client. Donc, on va employer le jeu
du client, on va retenir dans le parcours uniquement les étapes qui ont un sens pour ce client-là et pas ce qu'on fait. Et en fait, on doit un petit peu oublier le process et les contraintes internes. Il faut se mettre vraiment à la place du client et pas se dire, bon, ben, on va faire une offre cet été pour avoir plus de clients, etc. Et nous, on détermine l'offre un petit peu, on détermine l'offre, donc son prix, la période, etc. en fonction de nos contraintes internes. Il ne faut pas faire ça, il faut vraiment faire le travail inverse. Partir du client pour pouvoir construire cette offre et se mettre à sa place, voir ce qu'il aime et ce qu'il veut. Alors, la 5e règle d'or un petit peu, c'est de simplifier les parcours. Donc, en gros, ce qu'on va faire, on ne va pas vraiment aller trop dans le détail dans un premier temps. On va proposer une sorte de vue de synthèse qui va permettre de mettre le client au centre de la stratégie de l'entreprise ou de la marque et se baser sur ces fameux moments de vérité, justement, qui vont déterminer si un client est vraiment satisfait ou non. Alors, ici, nous avons donc différents profils ou personas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se poser la question de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, etc., avant de cartographier le parcours client. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le cas pratique, hein, dans le vif du sujet. Et on va devoir en tout cas se poser les questions suivantes. Quels sont les objectifs de ce voyageur-là? Quels sont les points de contact que j'ai moi en tant qu'entreprise ou que marque? Quel est le process de réservation ou le process en tout cas d'achat? Quelle est l'expérience qui est vécue par ce client-là pour chacune des étapes? Est-ce que les clients ont laissé des commentaires? Si oui, quels sont ces commentaires-là? Quels sont les points qui les ont irrités? Les points qui les ont enchantés? Les problèmes qu'ils ont rencontrés, que ce soit avant le voyage, pendant le voyage ou après le voyage. Là, c'est très important. On garde en tête vraiment les 3 étapes. Et quelles sont les idées d'amélioration? Alors, par la suite, là, je vais vous faire une petite proposition d'un parcours client type, en tout cas dans le secteur du tourisme ou du voyage. Alors, là, dans la phase du désir, le client se dit, bon, bah, j'ai envie d'aller en vacances et il rêve de ses vacances au soleil. Bon, les palmiers, bon, ça représente aussi Marrakech, donc ça tombe bien. Par contre, pas la plage. Et donc, après, une fois qu'il a exprimé son besoin, ou en tout cas son désir de partir en voyage, il va faire des recherches sur différentes destinations. Donc, rappelez-vous, hein, par rapport au 5A, on a cette phase d'intérêt et de questionnement. Ensuite, il va commencer par planifier son voyage. Donc là, il va peut-être voir les billets d'avion, voir les hôtels, etc., pour pouvoir prendre sa décision. Ensuite, il va faire sa réservation. Donc là, on passe à l'achat. Donc, il va mettre ses dates, etc. Que ce soit sur le site internet directement de l'hôtel ou de l'établissement ou sur des agences en ligne. Ensuite, l'étape d'après, c'est l'étape de l'arrivée du client à l'hôtel. Donc, il découvre son hébergement, il s'est installé, etc. Ensuite, il découvre la cuisine. Donc, il va déjeuner, petit déjeuner, peut-être aussi dîner là-bas. Ça reste une étape. Ensuite, il y a les services également. Donc, peut-être qu'il va se demander est-ce que c'est possible d'aller au spa? Est-ce qu'il y a une blanchisserie? Est-ce qu'on peut avoir une nounou pour garder les enfants, etc. Et la phase de départ,
Une fois que le client est parti, et là c'est très important, ça va être la phase de recommandation ou de feedback. Donc généralement, le client, s'il est satisfait, et même s'il n'est pas satisfait, ça se fait beaucoup ça aussi, il va laisser un commentaire sur des avis clients, sur des sites d'avis clients, pardon, comme TripAdvisor, Google indirectement ou sur Booking, etc. Et là vient la phase de est-ce que le client va revenir. Donc s'il revient, ça veut dire que c'était un client satisfait et ça veut dire que son expérience est très, très bien passée. Et c'est là où on rentre dans un processus de fidélisation. Et on a retenu ce client, on a su le fidéliser, etc. Et il est revenu. Donc là, c'est un peu le schéma d'un parcours client, en tout cas pour une personne, pour les marques, en tout cas les établissements hôteliers. Alors ici, je vous propose un petit tableau. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en tout cas, c'est une proposition de cartographie, en tout cas du parcours client. Donc on a identifié les différentes phases, donc du désir de voyager jusqu'à la fidélisation où le client revient. Alors là tout à gauche on a un profil type. Hein. Là c'est Catherine, 42 ans, habite en Australie, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle aime voyager en famille ou juste avec son époux. Elle préfère elle a des hôtels en tout cas préférés et elle aime bien aller dans ces endroits-là et donc peut-être que ça va être difficile de lui faire changer d'avis, en tout cas par rapport à d'autres établissements. Donc une fois qu'on a déterminé ce profil type, par rapport en tout cas à ce segment-là, on va pouvoir retracer tout son parcours. Donc les objectifs du voyageur, par exemple, en tout cas dans chaque phase, tous les points de contact, on va pouvoir les lister, les process, l'expérience, est-ce qu'elle a été bonne, pas bonne, pourquoi. On va essayer d'avoir peut-être des commentaires de ce client-là, qu'est-ce qui les a hérités, qu'est-ce qui les a enchantés, les problèmes qu'ils ont rencontrés et les idées. D'ailleurs, je pourrais peut-être par la suite, il y a des outils en ligne que vous pouvez utiliser, qu'on pourra vous envoyer peut-être par email à la fin de ce webinaire, afin de pouvoir avoir les outils pour développer et faire votre propre parcours client. Alors le temps est presque fini, hein, en tout cas pour les 45 minutes. Ce qu'il vous reste à faire, en tout cas, c'est de vous poser vraiment les bonnes questions. Donc, vous pouvez, par exemple, vous dire comment votre marque peut identifier et exploiter les points de contact. Hein. Les points de contact, on les a vus, c'est donc les points de contact, les canaux digitaux, les sites web, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, etc. Donc, il faut pouvoir identifier les canaux de contact les plus pertinents dans ce parcours client. Ensuite, vous pouvez vous poser encore une autre question, c'est comment votre entreprise peut améliorer la présence en tout cas pour la marque et optimiser les efforts de marketing en utilisant les 3 principales sources d'influence. Donc, il y a l'influence personnelle du client, l'influence d'autrui, donc c'est tout le réseau ou la communauté, et l'influence extérieure, c'est tous les signaux, la publicité à la télé, en ligne, etc., du parcours client. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation qui, je l'espère, vous a plu et surtout a été enrichissante en termes d'informations. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez interagir et poser vos questions. Je vais tenter d'y répondre. On entend à peu près 15 minutes. Hein, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était bien. Alors.
Ou s'il n'y a pas de questions, c'est que peut-être tout le monde connaît très bien son parcours client, le maîtrise parfaitement. On va attendre peut-être une petite minute. Il y a une question. Pourra-t-on avoir accès à la présentation? Bien évidemment, oui. La présentation sera en ligne, en tout cas sur le site du CNT. Et elle sera également, un lien sera justement envoyé à tous les membres qui se sont inscrits à ce webinaire. Voilà, donc vous pouvez la consulter à tout moment, tranquillement chez vous. Merci pour cette belle présentation. Ben, c'est un grand plaisir. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette présentation. Tu cliques sur plus. Oui. Plus, Ici? plus, oui. À la fin. Là? Oui. Alors, il y a pas mal de petites questions. Alors, on a une question. En ce qui concerne donc l'étape recherche, quels sont les efforts à effectuer? Donc, dans l'étape de recherche, donc comme on a dit, un client va identifier son besoin. Il va commencer à chercher sur Internet, etc. Il va peut-être penser à d'autres marques qu'il connaît. Donc, les efforts, en tout cas, à mon sens, pour les marques, c'est déjà d'être présent. D'être présent sur Internet, avoir un site Internet, parce qu'il va aller voir les différents points de contact. Avoir un site Internet visible, donc bien référencé, qui marche bien, adapté au téléphone mobile, parce qu'aujourd'hui, la majorité des utilisateurs sont sur leur téléphone. On peut vraiment pas passer à côté de ça. Et il est impératif aujourd'hui d'avoir un site ergonomique qui marche très bien et qui offre une expérience client très importante, enfin optimale en tout cas. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, tout d'abord, un grand merci pour cette présentation qui touche les points essentiels du parcours client dans l'hôtellerie. On aurait pu converser si on avait accès au micro. Il faut lever la main. Ah oui, en fait, il faut lever la main donc pour pouvoir discuter directement avec nous. C'est ça, hein? Ouais. Donc, il y a 3 participants qui ont levé la main. Ouais. Tu commences par Fouzi, monsieur Fouzi. Tu fais sur participant. Oui. Actif. Non, Fouzi. Là? Ouais. Voilà. Et cliquez sur activer. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour. Bravo Noah, c'était vraiment très enrichissant, une belle présentation. Merci. De patience. C'est pas toujours facile de parler face à un micro, ne sachant pas si les gens suivent ou ne suivent pas. Ouais. Pas sûr de capter l'attention des gens, mais je pense que tu as pu le faire de manière magistrale. C'est gentil. Maintenant, je pense que ce premier webinaire est un commencement pour l'ensemble un peu des professionnels du tourisme qui se sont donné l'appel aujourd'hui de s'inscrire et de suivre avec nous ce webinaire. Ce que moi je conseillerais à l'ensemble des participants, c'est de partager ce moment de partage avec leurs partenaires, leurs équipes sur place. Il y a beaucoup de travail à mon avis à faire parce que sur les 5 étapes du parcours client, je pense qu'il doit y avoir une présence continue des professionnels du tourisme. On doit être là aussi bien pour charmer le client, pour l'accompagner. Dans la partie questionnement, il faut également être omniprésent. Et puis surtout, sur la partie
finale où le client doit quand même pouvoir revenir. Je pense que c'est un début de travail qui a été fait par ce webinaire, qui est très bien. On va pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Il serait intéressant de demander à Adil qu'on puisse partager ça, soit sur le site de la CNT directement, où les gens peuvent poser des questions et revenir, soit sur la page Facebook. Mais en tout cas, il y a moyen de poursuivre la conversation avec l'ensemble des participants, que je remercie d'avoir pris sur leur temps pour participer avec nous. Merci à toi, Noah, pour le travail que tu as fait. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'est gentil. Alors, il y a une autre personne qui veut prendre la parole. Je vais partir. Il y a Hassan. Il est parti. Il est parti. Alors. On a une autre question en attendant. Oui, on a une autre question en attendant. Alors, où se situe le traitement des réclamations des clients dans ce concept de parcours client? Alors, le traitement des réclamations. En fait, les réclamations peuvent être à différents stades ou étapes du parcours. Hein. On peut avoir une réclamation, par exemple, là, je vais peut-être remettre cette slide. Voilà, ici. On peut avoir une réclamation au niveau du service, au niveau de la cuisine, une réclamation au niveau de l'arrivée, donc au moment du check-in. Donc il faudrait pouvoir traiter ces réclamations pour chacune des phases. J'espère avoir répondu à cette question. Voilà, il y a une autre question. Existe-t-il des outils en ligne pour nous aider dans la mise en place d'un parcours client? Oui, d'ailleurs, je vais vous partager. Alors, le tableau que j'ai présenté ici, il a été justement pris d'un site internet. Il y a une version gratuite et une version payante. Donc, la version gratuite permet d'avoir un seul projet pour un seul type de parcours dans lequel on peut justement remplir tout ce qui concerne déjà le profil type ou le persona et avoir cette cartographie. Par contre, je pense que la version gratuite, elle ne permet pas d'imprimer correctement. Voilà. Mais je vous enverrai un peu tous les détails des applications, en tout cas, ou des sites qui peuvent aider justement à cartographier ce parcours. Alors, on a une autre question. Alors, je pense qu'on doit avoir une autre question. Il y a Fouzi qui a levé la main. C'est ici? C'est vrai. Là? Ouais, Fouzi. Non. Vous m'entendez, Noah? Oui, je vous entends. Voilà, je voulais juste vous dire, on ne dit pas le CNT, mais on dit la CNT. La CNT, c'est une... Ah, la Confédération, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Donc, ça serait bien de dire dans l'appellation exacte, c'est la Confédération nationale du tourisme. Ouais. Qui regroupe l'ensemble des métiers du tourisme et qui représente également l'ensemble des régions touristiques du royaume. Ouais. Donc là, j'ai vu aujourd'hui qu'à ce webinaire, on avait une forte assistance de la part de la région d'Agadir, que je félicite. Ce sont des gens qui se donnent beaucoup de peine en ce moment pour relever les défis de leur destination. Tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Marrakech et de cartonner comme cartonne Marrakech. Et aujourd'hui, nous, en tant que membres du conseil régional du tourisme de Marrakech, qui, à ce propos, lui, c'est un monsieur, c'est le CRT, et non pas la CRT, c'est le CRT. Donc, on est quand même content de participer avec les autres régions et de partager notre success story et qui, j'espère, sera également la leur dans un proche avenir. D'accord. Donc, c'est la CNT. Je vous remercie. Alors, on a une autre question. Dans quel département hôtelier s'inscrit ce processus parcours client?
Commercial et marketing, principalement marketing, parce qu'on est dans une... c'est du marketing. Après, donc, par rapport aux 5 règles d'or là, que je vous avais présentées, donc le service marketing ou le département marketing devrait pouvoir s'entretenir avec l'ensemble des collaborateurs d'un hôtel, par exemple. Surtout voilà, des personnes qui sont en contact avec les clients, les gens du front, les gens du housekeeping, etc., pour avoir ces retours clients. Merci à vous. Pouvez-vous nous communiquer des liens de sites web spécialisés dans le parcours client? Oui. Mais bien évidemment, nous allons vous envoyer un petit peu, après le webinaire, dans un emailing, un peu tous les outils. Alors, il y a monsieur Marani, activé. Non, je voulais juste reprendre la parole un peu pour donner une astuce aux hôteliers, surtout, concernant le parcours client et pour qu'ils prennent plus d'attention à leurs clients lorsqu'ils sont en séjour. C'est une astuce qui est organisée par certaines grandes chaînes hôtelières qui créent un groupe WhatsApp qui regroupe un peu toute la chaîne de l'hôtellerie, c'est-à-dire de la conciergerie en passant par la réception, au niveau du maître d'hôtel et tout, pour des actions tout à fait particulières pour une certaine catégorie de clientèle. Et cela permet donc aujourd'hui, avec les nouveaux outils du digital, dont WhatsApp aujourd'hui est quand même un acteur assez intéressant, de pouvoir régler un problème séance tenante avec un client sans qu'on arrive à la partie réclamation. Aujourd'hui, le digital nous permet d'agir plus rapidement et plus efficacement. Cela se faisait également dans le temps. Moi, je suis issu de l'école du Club Méditerranée. Je suis un ancien géo du Club Med. Et au Club Méditerranée, nous avions l'obligation tous les soirs de dîner dans une table de GM, une table de clients, juste pour recueillir un peu ce que pensaient les clients durant leur séjour. Et de cette manière-là, on arrivait à résoudre un certain nombre de problèmes, faire de telle sorte que le séjour du client se passe de manière optimale et qu'il reparte de son séjour vraiment ravi et qu'il en parle autour de lui. Et donc aujourd'hui, cette façon de faire où on était obligé physiquement d'être présent avec les clients à table, le petit déjeuner, au déjeuner et au dîner le soir, je pense qu'au niveau de l'hôtellerie, on devrait continuer également à la faire et tous les services sont concernés. Ce n'est pas uniquement le marketing, ce n'est pas uniquement la promotion, ce n'est pas... Et tout le monde dans un hôtel doit participer. Idem pour les agences de voyage. L'agence de voyage, la personne qui fait l'accueil à l'aéroport, elle doit être vraiment représentative, de même que le guide qui accompagne les gens dans les excursions, que la personne qui va visiter les clients dans les hôtels, que celle qui les ramène. Et c'est cette manière-là qui nous permettra de gagner la bataille et la fidélité du client, sinon on n'y arrivera pas. Le parcours client a toujours existé. Il y a beaucoup de gens qui semblent le découvrir maintenant. Non, il a toujours existé. Maintenant, on a des outils beaucoup plus efficaces qui nous permettent justement de rétablir et de reprendre un peu la main sur ce segment de clientèle et d'être proactif et non pas subir la contrainte du client. Il faut être proactif et faire de telle sorte que le voyage se passe très bien et réduire toutes les nuisances ou toutes les personnes qui pourraient affecter le voyage. Merci beaucoup pour votre attention. Et il y a autre chose aussi, en tout cas, oui, effectivement, le parcours client concerne un peu tous les services. Et ce qui est important aussi quand on est un hôtel, après dans une agence de voyage, je pense que c'est à moindre échelle, c'est d'avoir un CRM. Un CRM, c'est très important. Ça permet justement de connaître son client, d'avoir toutes les informations, ses préférences, sa date d'anniversaire, vraiment toutes les informations. En tout cas, pour aussi le fidéliser, lui envoyer des choses, des offres, etc. Et c'est un outil qui, à mon sens, est important à avoir, en tout cas, dans une structure hôtelière. En fait, on pourrait converser pendant toute la journée, on n'aura pas fini, donc ce n'est qu'un début. On ne va pas abuser beaucoup de votre temps, Nouha. Je pense que nous avons passé une très belle séance. On remercie toutes les personnes présentes qui nous ont assistés. Notre ami Younes, qui était à la technique aujourd'hui. C'est lui qui nous a permis de faire aujourd'hui de manière assez fluide ce webinaire.
Et on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Oui, à très bientôt. Je pense qu'on a 2 personnes qui ont levé la main, hein. Je vais leur donner la parole et je pense qu'après, Avec plaisir. voilà, on répondra aux questions auxquelles on n'a pas répondu par écrit, par mail. Je vous remercie. Allô, Madame Latéfan? Voilà. On passe, Alors, activez ça. donc, tu veux mais l'autre. Allô? Oui, Oui, allô? Oui, vous m'entendez? oui, on vous entend. Donc, moi, c'est Toufek Aboudéa. Je ne suis pas un hôtelier, je ne suis pas dans le tourisme. Comme les gens de la CNT me connaissent un peu ou presque, je m'occupe du digital. Et j'aimerais en fait juste compléter par un petit détail digital l'histoire au fait du parcours client en relation avec la satisfaction. On commence à voir un peu partout dans les différents établissements concernés par le voyageur ou là le client d'un hôtel, qu'il y a des outils sur place pour récupérer son sentiment. Notamment, vous avez vu dans les aéroports, il commence à y avoir les fameuses palettes sur lesquelles il y a des émoticônes et on dit rapidement est-ce qu'on est content, pas content, etc. Et cette start-up, juste pour dire à tout le monde, elle a levé 17 millions d'euros, ça fait 1 mois et demi à peu près. Et pour vous dire à quel point est-ce que relever le sentiment, vous m'entendez? Oui, oui. c'est bon. Donc, à quel point est-ce que c'est important aujourd'hui de relever le sentiment d'un client à un moment donné et non pas après, parce que la grande frayeur de l'acteur, enfin du responsable de l'hôtel ou de l'expérience ou du restaurant, c'est en fait le moment où on délaisse ce client et il part à TripAdvisor ou autre et il finit par cracher son venin sur la marque et influencer négativement les futurs, enfin les prospects ou les futurs clients. Donc, il faut que les établissements, il faudrait que les institutions hôtelières, en tout cas de tourisme, commencent à réfléchir quel outil de digital facile, pas très, pas super consistant en lui-même, il faut qu'il soit léger, puisse amoindrir ou amortir le choc de l'avis négatif. On sait très bien que l'avis positif, il est génial, mais on peut l'utiliser plus tard, on peut envoyer un mail plus tard, notamment avec le CRM que proposait Nouha, on peut demander aux gens 24 heures plus tard ou 72 plus tard de laisser une trace positive sur leur parcours. Par contre, le sentiment négatif, il faut essayer de le saisir immédiatement. Et aujourd'hui, nous avons vu sur certains hôtels qui, malheureusement, ont les moyens par rapport à d'autres qui n'en ont pas, il y a des applications où il y a des tablettes de Smart Hotels qui, sur place, je peux, moi, le client de l'hôtel, interagir et donner ma satisfaction et donc donner au manager ou au département ou au service la possibilité de rapidement réajuster le tir. Voilà, donc je voulais juste apporter cette petite précision par rapport au digital et ce qu'il peut apporter à la satisfaction. Merci Noha. Merci Toufek, merci. Sinon, tu passes à... Alors, on va donner la parole à la... Voilà. Une dernière question de Pan Plaza. Oui, une dernière question de Pan Plaza et puis on va clôturer cette session de webinaire. Donc, comment gérer le parcours client en temps réel pour mieux satisfaire ses besoins au bon moment? Alors, en temps réel, j'ai pas très bien saisi la question. Alors, le parcours client, il faudrait pouvoir le cartographier et le représenter en amont. Donc, pour connaître son client, voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a, à quel moment il a été satisfait ou non. Donc, en temps réel,
j'ai pas la réponse. En tout cas, pour satisfaire ses besoins au bon moment, c'est de pouvoir répondre justement à sa requête ou entendre en tout cas son désenchantement pour qu'il ait plus ce sentiment en tout cas négatif vis-à-vis de la marque. C'est possible. Oui. Non, c'est bon. C'est bon? Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à cette première session et moi, je vous souhaite un excellent après-midi.